Vous écoutez Europe 1, il est 8h16. L'interview politique, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin Hubert Védrine, président de l'Institut François Mitterrand. Combien d'années vous travaillez et dans différents rôles aux côtés de François Mitterrand, Hubert Védrine ? À l'Élysée, 14 ans, du premier au dernier jour, mais j'avais travaillé avant avec lui à partir de 1973. J'ai même participé dans un rôle très modeste à la campagne de 1974. Et puis, de toute façon, il me connaissait d'avant que je sois né, si je puis dire. C'est-à-dire Mon père et lui étaient amis avant qu'eux-mêmes soient mariés. Donc vous avez joué sur les genoux de François Mitterrand. En tout cas, je l'ai vu. Oui, j'ai des photos de moi où il y a des goûters d'enfants avec une mère. Et puis, je l'ai vu dans des dîners chez moi. Mais après, c'est une démarche personnelle qui m'a amené à aller vers lui. Bienvenue, Hubert Védrine. Bonjour. Bonjour. Rebonjour. Les Français oublient toutes les polémiques et s'ils n'ont pas de mémoire. Non. Le temps passe et on voit que Mitterrand est un personnage énorme, considérable, multiple, historique. Donc c'est l'histoire maintenant. Et d'ailleurs, dans les sondages répétés, on voit bien que les Français disent, il y a le général de Gaulle qui est tout à fait hors concours, si je puis dire, le 18 juin, mais sinon en termes de président, il ressort en permanence qu'il y a deux grands présidents. Il y a eu deux grands présidents dans l'esprit des Français. Alors aujourd'hui, l'Institut François Mitterrand... Ça ne veut pas dire que j'oublie les discussions. organise une commémoration officielle au Louvre. Et au passage, pour l'inspirateur de la pyramide du Louvre, ce n'est que justice. Oui, en tout cas, c'est un endroit bien choisi, puisque c'est la volonté tenace de François Mitterrand qui fait que le Louvre est redevenu ce qu'il aurait dû être au début, le plus grand musée du monde, et la pyramide, qui est une création absolument magnifique de l'architecte Paye. Donc c'était bien que je sois là. L'architecte chinois, la génération qui a 20 ans aujourd'hui, elle n'a pas connu François Mitterrand, mort il y a 20 ans. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle apprenne et qu'elle sache de lui ? Moi, je ne veux rien personnellement, mais ils apprendront dans les livres d'histoire que, d'abord, c'est le seul président des 5 républiques qui a accompli 2 mandats entiers. C'est la question de la durée. La durée, c'est important parce que pendant la Ve République, depuis le début, beaucoup de gens pensaient que la gauche ne reviendrait jamais au pouvoir et que l'alternance était impossible. Il faut dire que lui-même avait combattu le général de Gaulle et les institutions de la Ve République et il en fut à la fois le grand bénéficiaire et le grand défenseur. Oui, contrairement à Mendès France qui avait refusé l'élection au suffrage universel, François Mitterrand a vu que c'était le levier pour y arriver. Après, il y a eu la stratégie d'union de la gauche, c'est en rassemblant la gauche, ce qui était quand même incroyablement risqué comme pari, puisque la gauche non communiste était toute petite par rapport à l'énorme parti communiste de l'époque. Il faisait 22-25% à l'époque. Entre 20 et 25, et le plus stalinien d'Europe. Donc il fallait vraiment une audace insensée, mais enfin ça a marché, donc ça a structuré la vie politique pendant longtemps. Donc je pense que même aujourd'hui, un écolier peut apprendre que c'est grâce à cette stratégie que l'alternance a finalement eu lieu, ce qui est un élément de la modernisation politique de ce pays. Il arrivait à réconcilier, ou en tout cas à rapprocher les inconciliables, lui. Il a réussi à rassembler tous les morceaux de la gauche où tout le monde se disputait, classique. Et puis après, il y a des tas de gauche, entre la gauche très réformiste ou un peu révolutionnaire, c'est bon. Il a réussi à créer ce mouvement, et puis après, il a même réussi à rassembler les Français, puisque rappelez-vous de sa réélection. En 88, avec un score très large. Donc c'est toute une démarche qui va vers les Français. En 1986, il était contraint de cohabiter. Oui. Il était seul contre la droite, mené au galop par M. Chirac et Balladur. Oui. Il était affaibli, il était caricaturé, il était malade. Il se représente et l'obtient. Non, en 86, il n'est pas malade du tout. Il y a eu le 88, pendant la campagne, il va souffrir. Non. Enfin, je parle avec assurance, mais alors que j'ai appris tout ça après. Mais on sait maintenant que le cancer a été détecté fin 81, que les traitements ont eu une efficacité extraordinaire et que tout ça n'a pas bougé jusqu'en 1990. Donc après la réélection. Donc au moment de la réélection, la question ne se pose pas. Il se représente et il obtient un 2e septennat. Les milliers de livres et de documents qu'il concerne démontrent la complexité du personnage. On ne va pas y revenir. Est-ce que les lettres à Anne Pinjot... richesse variée. Oui. Justement, est-ce qu'elles ajoutent une dimension encore plus intime, plus riche à François Mitterrand? Certainement. Moi, j'ai vu beaucoup... C'est une décision d'Anne Pinjot que je respecte tout à fait. Je constate que dans les réactions... Beaucoup de gens, alors certaines personnes sont un peu gênées par le côté lettres trop intimes, mais quand on voit les lettres et le journal, il y a encore plus de réactions qui disent « mais c'est extraordinaire, je redécouvre cet homme, j'imaginais pas cette richesse, cette culture, cette densité, les gens comprennent même pas comment il pouvait trouver le temps de faire ce journal qui est incroyable avec des photos qui sont découpées ». Donc il y a un nouveau pan qui s'ajoute au reste, parce qu'avant vous me parliez politique. On pourrait parler diplomatie ou économie. Là, c'est l'aspect privé. Je pense que ça fait partie de la fascination. Personnel. Mais est-ce que vous perceviez, vous, ce Mitterrand épistolier ?
Vous étiez constamment avec lui, vous le voyiez travailler, etc. Non, mais il ne faut pas mélanger, on n'était pas dans sa vie privée. Non, mais d'accord, mais l'Élysée. quelquefois, l'Élysée, il écrivait peut-être une lettre, une carte. Oui, les cartes Vous postales saviez tout à le qui elle temps. était destinée. Non, ça n'est pas. Attendez, c'est pas un grand bureau paysager. Le pouvoir est Mitterrand, c'est pas comme ici à Europe 1, là, vous voyez. Donc on ne sait pas ce que font les autres. On savait que dans les sommets, il écrivait des cartes postales à son ami Marcel de Saboitier dans le Morvan ou des choses comme ça. Plein de gens qui disent, moi, je recevais des cartes postales, j'en ai reçu 50. Bon, il y a des gens partout comme ça. Mais les lettres personnelles, bien sûr que non. Comment vous... Qu'est-ce qu'il faisait? Et en tout cas, on voit bien avec tout ça que c'est le, on va dire, dernier grand homme d'État sachant écrire, peut-être. Qu'est-ce qui faisait son autorité? C'est naturel, ça se constate, l'autorité. Ça ne se définit pas. Ouais. Très jeune, il avait l'autorité. Il raconte d'ailleurs dans Ma part de vérité, livre ancien, que c'est dans les camps de prisonniers qu'il a découvert son autorité, sa capacité à convaincre et entraîner. Aujourd'hui, c'est une sorte de charisme posthume, parce que vous allez être là tous les mitterrandistes depuis l'origine, et vous avez une sorte de respect encore posthume devant lui. Bien sûr, pardon, ça ne s'efface pas. Oui, charisme posthume, c'est un bon terme. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il n'y a pas de discussion sur ou ce de qu'il a critique, fait, oui. ou de critique. Dans mon livre, là, qui est réédité sur la politique étrangère, j'explique aussi ce qui n'a pas marché. Et pourquoi. Donc, ce n'est pas une sorte d'admiration qui nous rend idiots ou béates. Non, ce qui est intéressant, c'est de voir ce phénomène sur des gens qui n'ont pas été spécialement mitterrandistes, y compris des gens qui l'ont attaqué et critiqué, dont certains d'entre eux refont des livres sur lui, parce que ça reste un personnage fascinant. Il le redécouvre. En positif ou en négatif, Donc, mais il reste là. Le terme qui revient le plus chez vous, c'est la fascination. Je la constate. Elle est toujours là. Qu'est-ce qu'avait François Mitterrand? Vous avez cité le chiffre de milliers de documents. En tout cas, on est à des centaines de Très livres. Bien. Qu'est-ce qu'il avait, François Mitterrand, qui manque aujourd'hui? Tout est différent. Le monde, l'Europe, la vie politique, la communication, le rythme, le temps, le rapport à la culture, à l'écriture. Enfin, on peut dire que l'époque du tweet a détruit l'époque de l'écriture. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont changé, qui ne concernent pas les personnes individuellement. C'est pour ça que c'est compliqué de comparer un dirigeant d'aujourd'hui. Le destin des présidents de la République depuis le général de Gaulle et avec François Mitterrand, c'est d'être abondamment critiqués. Ils sont tous passés par là. François Hollande, lui, n'y échappe pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il ferait, François Mitterrand? Je ne peux pas dire. Vous voulez qu'on le ressorte comme ça et qu'on dise qu'est-ce qu'il ferait aujourd'hui? Ouais. C'est absurde. Mais comment il faisait pour résister? C'est comme si on demandait qu'est-ce que penserait le général de Gaulle des primaires de la droite. Oui. C'est absurde. Oui. Et d'abord, c'est un autre temps, c'est une autre époque. Mitterrand était né en 1916. Il a connu la guerre tout le XXe siècle. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Bah oui, voyez vous-même que la question ne se pose pas, en fait. C'est autre chose. En revanche, que je ne pense pas qu'on puisse copier Mitterrand ou le plaquer ou le transposer comme ça dans une époque qui n'est plus la sienne. Vous avez dit, le temps a passé, c'est un personnage historique. En revanche, je constate que ça reste une source d'inspiration pour tout le monde, dans la politique, des gens de gauche bien sûr, mais de droite aussi, tout le monde. Et une source d'inspiration sur le plan privé, le personnage. Ce soir, Françoa Hollande, le président de la... autre, François Mitterrand, comme il était né dans une culture classique, disons de droite, catholique de province, et qu'il a été vers la gauche, sincèrement et complètement, à un moment ou à un autre, il a incarné toutes les facettes de la France. Je dis même, dans un article, un morceau de l'identité de la France, au sens brodélien, vous voyez. Oui, pendant le quinquennat de François Hollande, et François Hollande va clôturer ce rendez-vous des mitterrandistes ce soir pour l'histoire. Non, ce n'est pas les mitterrandistes, c'est un colloque ouvert. Oui, des non-mitterrandistes, ou à la droite aussi. Il y a des témoignages de gens qui ont travaillé avec Mitterrand, mais il n'y a pas que des mitterrandistes, c'est ouvert. Ce quinquennat, la France a conclu la COP 21. Je lutte contre votre présentation. L'accord... C'est pour une secte, c'est pas le cas. L'accord sur le... Tant mieux. L'accord sur le nucléaire iranien, elle a été stoppée par Barack Obama en Syrie. Elle n'a pas été stoppée au Mali. Est-ce qu'avec Laurent Fabius, vous dites que malgré les dangers et les menaces, la France reste une puissance indépendante aujourd'hui? En tout cas, elle reste une puissance. Elle est respectée dans le monde. Elle est toujours une puissance nucléaire, une puissance militaire capable, Conseil de sécurité, etc., etc. Il y a une attente de France. Oui, bien sûr. La France compte. Et même s'il y a 200 pays. Et l'Europe, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui va changer pour l'Europe qui est en panne et en crise, avec une Hillary Clinton à la Maison-Blanche? À quoi nous devons nous préparer? Hillary Clinton, ça ne change rien, mais le fait, c'est que les Européens ne sont pas d'accord entre eux sur ce que doit devenir l'Europe demain, et qu'il y a maintenant une majorité qui sont anti-sceptiques, allergiques. C'est ça la question. Il faut remettre les peuples dans l'aventure européenne, dont Mitterrand était un élément clé, mais dans un contexte antérieur. On en parlera un autre jour. En tout cas, aujourd'hui, au Louvre, vous allez donner raison à François Mitterrand grâce aux souvenirs. Est-ce qu'il appelait les forces de l'esprit, son inspiration? Pourquoi elle reste vivante, son inspiration?
C'est à vous de répondre autant que moi, puisque sinon vous ne me parleriez pas de lui si ce n'était pas le cas. Merci Hubert Védrine d'être venu ce matin sur Europe 1. Jean-Pierre, vous pouvez me refaire une imitation de Général de Gaulle, s'il vous plaît, juste pour le plaisir? Les primaires. Les primaires. Mais qu'est-ce que c'est que cette invention? Voilà pour Jean-Pierre Elkabbach, qu'on retrouvera demain matin à 8h15, à 8h40. C'est encore Nicolas Canteloup qui a le poste de la revue de presse, mais c'est pas sûr qu'il le conserve jusqu'à la fin de la saison. Merci Jean-Pierre et à demain.